À tout seigneur, tout honneur, je vais maintenant donner la parole à Gaëlle de Meulemestre, que je présente très rapidement. Elle a donc soutenu sa thèse en philosophie politique sous ma direction en 2009 sur le thème « Les métamorphoses du concept de souveraineté entre le XVIe et le XVIIIe siècle ». C'est une personne qui connaît parfaitement bien la doctrine du droit des gens, les liens théologico-politiques dans la première modernité, et qui a écrit beaucoup d'articles sur cette période. Elle est maintenant chercheure au CNRS, et évidemment, elle est latiniste, et c'est à elle que nous devons cet ouvrage. Alors, on va donc commencer avec ces topos successifs de la matinée. Je précise simplement si chacun pouvait bien tenir son temps, ce qui nous permettra d'avoir une petite pause, d'avoir des questions si possible, et de terminer à temps. Ça serait mieux pour tout le monde. Donc Gaëlle, c'est à vous. Tu me dis ça. D'accord. Bonjour. Ben écoutez, merci beaucoup Chantal pour cette invitation. Donc vous m'entendez pas? Je parle comme ça? Ouais, merci. Oui. Voilà. Donc comme on le sait, la politica, en fait, est bien travaillée et bien connue dans la plupart des pays européens. Et donc, mon projet, mon intitulé, c'est La pensée d'Alcusius dans l'historiographie contemporaine. Et donc, je vais essayer de vous donner un petit peu les grands traits des travaux qui sont déjà parus sur Alcusius. Alors, j'ai commencé mon introduction à la traduction de la politica en signalant son destin peu commun. Donc, théoricien calviniste, Alcusius fait partie d'un courant minoritaire qui conteste la souveraineté absolue. Donc, il figure parmi les classiques d'une voie alternative dans une modernité dominée par le théorème de l'État souverain. Il propose une théorie complète de l'institution politique reposant sur le pouvoir d'auto-organisation des communautés humaines. Donc, c'est ce qu'on appelle la fameuse thèse d'un partage des droits de souveraineté à l'ensemble des corps organisés. Alors, tout en rénovant la pensée politique, la Politica est un ouvrage situé, historiquement et intellectuellement. Donc, Alcusius en publie une première version en 1603, dans sa charge de professeur de droit à l'université de Herborn, et collège, en fait. Et son accession en 1604 au poste de secrétaire de la riche cité calviniste d'Emden, donc à la frontière de la Frise occidentale, va le placer au centre des conflits politiques de son temps. Donc le premier est la violation des franchises et des libertés des villes par les seigneurs locaux, donc comme Emden par exemple, qui est, dont l'autonomie n'est pas respectée par le comte luthérien Ennio III. Et le deuxième conflit majeur qui conditionne la réécriture de son traité est la guerre menée par Philippe II d'Espagne contre la jeune République des Provinces-Unies, dont il refuse de reconnaître l'autonomie. Ce contexte conduit Alcusius à profondément remanier son traité, en développant en particulier les chapitres consacrés aux cités et aux villes, aux provinces, et en adjoignant le fameux chapitre 38 sur le droit de résistance. Donc la troisième version de l'ouvrage qu'il publie en 1614 en l'adressant aux États de la Frise néerlandaise est quasiment un nouveau traité. Un traité très mal reçu par ses contemporains qui présente Alcusius comme le plus dangereux des monarchomaques, le supporteur de la rébellion des sujets et du renversement des princes. Donc, accusé de prôner une doctrine qui n'est propre, donc je cite Buckler, qu'à rompre tous les liens de la société civile, l'œuvre est quasiment mise à l'index. Koenig recommande de la bannir des universités pour éviter la propagation d'idées selon laquelle il pourrait être bénéfique de partager la souveraineté avec le peuple. La Politica ne parvient pas à trouver un public. Donc, on n'en compte que 3 rééditions, dont Max a déjà parlé, qui ont été faites par Christophe Corvin à Herborn, donc celle de 1617,
celle de 1625 et donc celle de 1654, ce qui est évidemment très faible. Si on compare, j'ai fait comparer avec Baudin, je me suis arrêtée à 1629. Les 6 livres de la République, ils ont bénéficié de 12 éditions dans la version française, 6 éditions dans la version latine, d'une traduction italienne en 1588 et d'une traduction espagnole en 1590. Bon. L'ouvrage, donc, tombe ensuite dans l'oubli, avant d'être redécouvert au XIXe siècle grâce à Otto von Guercke. Donc, ce renouveau, ce geste de Guercke ouvre à proprement parler le travail de l'interprétation. En 1932, Karl Joachim Friedrich établit et publie la première édition moderne de l'œuvre, suivie en 1964 de l'apparition de sa traduction anglaise partielle par Frédéric Carnet. Et les travaux menés depuis les années 70 par la Althusius-Gesellschaft ont depuis lors vraiment largement contribué au renouveau historiographique des études sur la pensée althusienne. Alors, dans leur sillage paraît en 90 la traduction espagnole, 2003 la traduction partielle en langue allemande, 2009 la très bonne édition critique du texte latin, donc qui est passé maintenant en texte de référence, et la traduction italienne dirigée par Corrado Malandrino, et donc aujourd'hui paraît enfin la traduction française. Donc ces parutions, là, ces dernières années, traduisent le profond intérêt de la pensée althusienne pour les théoriciens contemporains. Alors, depuis sa redécouverte, la Politica a bénéficié de 2 types d'approches historiographiques. La première consiste à appréhender l'œuvre du point de vue de l'histoire des idées propres à la modernité. Donc, elle vise à mettre en valeur les apports d'Althusius à la pensée politique contemporaine. La seconde approche est contextualiste. Elle invite à se centrer sur le texte, en l'étudiant à la lumière des catégories de pensée de l'époque. Donc je vous présenterai successivement les travaux qui ont été réalisés par ces 2 types d'approches. Alors, le premier temps, donc la première approche, donc ce que Céline Join appelle le moment Guercke. Donc il revient au juriste allemand Otto von Guercke d'ouvrir donc la première approche. On doit donc la redécouverte de la Politica à la publication en 1880 de son fameux ouvrage intitulé Althusius et le développement des théories politiques du droit naturel. Guercke voit en Althusius un maillon essentiel pour rendre compte de la genèse de l'État moderne sur la base du droit naturel. Donc son projet est de mettre en évidence la contribution d'Althusius à la théorie politique. Donc son interprétation de l'œuvre a eu des conséquences importantes parce qu'elle a déterminé la réception qu'en font ses contemporains et les a conduits à discuter l'œuvre à partir des thèses qu'il a formulées. Donc une réelle incidence sur la tradition historiographique. La première thèse qu'il met en avant est qu'Althusius expose l'une des premières théories laïques de l'État. J'y reviendrai plus loin. Althusius raisonne pour lui déjà dans les catégories de pensée de la modernité tardive. Il voit également en Althusius le père du fédéralisme. Bon, là encore, c'est une thèse qui est très discutée, sur laquelle je reviendrai. Alors, il présente par ailleurs Althusius comme le Rousseau allemand, à l'origine du théorie sociale corporative fondée sur le droit germanique. La principale opposition d'Althusius à la doctrine bodinienne de la souveraineté porte sur le détenteur des droits de souveraineté. Dans ses 6 livres de la République, Bodin soutient la thèse que la souveraineté réside par nature entre les mains du prince. Donc le souverain détient le monopole du pouvoir sur l'ensemble de ses francs sujets, comme il dit, dont il doit ordonner les relations pour créer la société. Donc en affirmant que le prince est délié des lois, Bodin pose l'existence d'un pouvoir juridiquement non conditionné, non seulement quant à son essence, mais quant à l'exercice concret du pouvoir. Donc il rejette par définition la thèse contractualiste, qui implique l'idée d'une soumission du prince à sa propre loi et donc à ses sujets. Pour Bodin, le souverain est à la fois celui qui pose la loi, qui la fait appliquer et qui s'en accepte. Donc cette doctrine est évidemment pour Althusius un contresens. La souveraineté constitue pour lui donc l'âme, l'esprit, le cœur de la République, comme il le dit. Elle ne peut pas lui être retirée.
La thèse donc centrale de la Politica est en conséquence que la souveraineté doit être répartie à l'ensemble des corps organisés du royaume. Et pour théoriser ce partage des droits de souveraineté, il mobilise une institution du droit germanique, la Genossenschaft, qui peut être traduit par corporation ou compagnonnage. Donc cette forme d'organisation collective repose sur la mise en commun de certaines compétences et de certains biens en vue d'une action commune. Les agriculteurs, par exemple, s'unissent en conjuguant leurs talents et en partageant des outils d'exploitation pour mieux développer leurs activités. Donc, le droit collectif de la Genossenschaft est géré par une administration composée de membres élus, mais les individus n'abandonnent pas leurs droits propres. En d'autres termes, la Genossenschaft présente la particularité de combiner à la fois l'unité de l'action commune et la pluralité, donc sans les absorber. Donc, cette théorie de la Genossenschaft constitue pour Gierke l'un des apports majeurs d'Althussus. La doctrine justnaturaliste classique, donc qui part de Grotius, Hobbes à Rousseau, a selon lui privilégié le principe de la Herrschaft, c'est-à-dire un pouvoir de domination. Donc principe issu que Gierke voit issu de la traduction du droit romain. Donc ce principe a servi d'assise à la théorie de l'État comme monopole du pouvoir, sans une théorie donc qui absorbe les corps intermédiaires en ne leur laissant que des droits privés, donc sans leur reconnaître d'autonomie propre. Donc Althussus, en théorisant la Genossenschaft, réintroduit dans le droit naturel le principe de l'association coopérative écarté par cette tradition de pensée. Donc il ouvre une voie alternative fondée sur l'autonomie des associations et le principe de délégation subsidiaire des droits de souveraineté. Alors, une autre interprétation introduite par Gierke est que la Politica se trouve au fondement de la doctrine contractualiste moderne. Gierke identifie chez Althussus la distinction entre deux contrats. Le contrat de société, donc qui s'appelle Gesellschaftsvertrag, et le contrat de gouvernement, Herrschaftsvertrag. Et il prend le parti de réinscrire cette distinction dans la lignée des théories plus tardives du contrat social. Donc les commentateurs ultérieurs, donc je pense à Höglin, Widukel ou Douzeau, reviennent sur cette thèse en montrant la singularité de la position d'Althussus, qui le place en fait en décalage par rapport à cette tradition de pensée. Althussus distingue effectivement, donc il place vraiment au fondement de sa doctrine politique, deux types de pactes. Pour rendre compte de la formation de la société civile, il place au centre de sa doctrine de la consociation la notion de pactum civium, c'est-à-dire de pacte entre les citoyens ou de pacte social. Donc je le cite en chapitre 1, paragraphe 2. La source du lien social est le pacte explicite ou tacite par lequel les symbiotes s'obligent réciproquement à la communication mutuelle des choses qui sont utiles et nécessaires à la participation et à l'usage de la vie sociale. Mais, donc voilà la citation, mais donc contrairement à la lecture proposée par Gierke, Althussus n'interprète pas ce pacte par le biais du schéma individualiste qu'on retrouve chez Hobbes-Rousseau par exemple. Donc il n'ignorait pas évidemment l'hypothèse d'un état de nature antérieur à la société, qui est un petit peu un lieu commun de la littérature humaniste. Mais lui prend le parti de ne pas retenir l'hypothèse d'un état primaire d'isolement. Donc dans la lignée de Calvin, l'être humain ne se conçoit pas pour lui autrement qu'au service des autres. Donc il substitue le terme de symbiote à celui de citoyen pour mettre l'accent sur la nécessaire coopération des hommes à l'élaboration d'une vie commune. Donc en tant que symbiote, les hommes sont partenaires ou co-acteurs de la vie commune. Ils partagent la responsabilité de s'apporter les uns aux autres les biens et les services nécessaires à la vie commune. Donc Althussus rend compte de la formation de l'ensemble des consociations sur la base de ce principe. Le pacte conjugal, qui fonde la première forme de consociation, donc c'est la symbiote privée entre époux relative aux affaires domestiques. Le premier pacte social au sens strict institue la consociation collégiale qui unit des citoyens autour d'un projet de vie commun ou d'une même profession. Le deuxième type de pacte social donne naissance aux consociations publiques, donc les cités,
puis les provinces et finalement, par emboîtement successif, la consociation universelle. Le deuxième pacte, théorisé par Althussus, est au fondement de la société politique. Donc, il a ce qu'il appelle le Pactus Mandati. Donc, il conceptualise le transfert des droits de souveraineté des citoyens aux gouvernants. Et là encore, l'interprétation qu'en propose Gierke fausse la perspective adoptée par Althussus. Althussus ne le présente pas comme un contrat de gouvernement ou un contrat de soumission, mais comme un contrat de mandat. Donc, en droit privé, un contrat de mandat est une convention bilatérale par laquelle une personne, le mandant, demande à une autre, le mandataire, le pouvoir d'accomplir des actes dans son intérêt et en son nom. Par exemple, faire fructifier son capital. Althussus le transpose dans le droit public. Le contrat bilatéral qu'il théorise formalise l'acte juridique permettant aux citoyens de transmettre aux magistrats certains droits dans des limites et pour des fonctions bien déterminées. Dans chaque consociation, les membres associés remettent aux dirigeants publics le pouvoir sur la base d'un contrat de mandat déterminant le droit commun et fixant l'organisation et la finalité de la consociation. Donc Althussus précise que les règles instaurées doivent être promulguées et que les décisions sont examinées et ajustées sur la base de ces contrats. Donc les membres conservent donc la propriété des droits et restent toujours supérieurs en puissance à leur chef, qu'il s'agisse des préfets dans les cités, des présidents dans les provinces ou du magistrat suprême dans la consociation universelle. Et comme dans tout contrat, ils se réservent le droit de démettre leurs dirigeants s'ils ne s'acquittent pas de leurs tâches. Donc ce sera le principe que met Althussus à la base de sa défense du droit de résistance développé au chapitre 38. Donc, comme on le voit, Althussus s'engage dans une voie différente de celle des théoriciens du contractualisme moderne. On ne voit pas naître, par exemple, chez lui, la césure entre l'État et la société civile que cette tradition instaurera. Et le premier à pointer ce décalage de la pensée althussienne par rapport aux théoriciens classiques est le politologue allemand Karl Joachim Friedrich, à qui l'on doit donc la première édition moderne de la Politica, qu'il publie donc en 1932 en lui adjoignant une longue introduction où, justement, il discute les interprétations proposées par Gierke. Le premier point qu'il souligne, très, très important, c'est la centralité du calvinisme dans la pensée althussienne. Althussus reprend de Calvin la thèse que les magistrats sont les gardiens des institutions du royaume, ce que Friedrich appelle le constitutionnalisme calviniste. Les magistrats sont institués pour la défense du peuple et ils doivent veiller à ce que le prince agisse en conformité avec son office. L'apport central d'Althussus est de placer ce principe au fondement des institutions politiques. Il confère le statut de loi organique, quasiment sans anachronisme, à l'ensemble des contrats instituant les consociations publiques. Donc, il considère, là je le cite en chapitre 19, paragraphe 49, donc il considère que la loi fondamentale sur laquelle reposent les fondements de la Constitution universelle n'est autre que l'ensemble des accords par lesquels les nombreuses cités et provinces se sont unies et ont consenti à entretenir et défendre dans une même république une communauté d'activités, de conseils et d'aide. Et il précise que lorsqu'elle se retire, donc ces parties, d'un commun accord de ces conditions et de ces pactes, la République cesse d'exister. En d'autres termes, les contrats instituant les membres du royaume, donc ces contrats de mandat, servent de constitution fondatrice à la consociation universelle. Ils possèdent un statut normatif engageant la responsabilité civile du magistrat suprême. Donc, lorsque le magistrat suprême s'engage à les respecter lors de son élection, il accepte de reconnaître l'encadrement de son pouvoir par le droit. Donc, cette doctrine constitue pour Friedrich la première théorie de l'État constitutionnel. Alors, la deuxième critique que Friedrich oppose, je précise en fait que ce point-ci n'est absolument pas mis en valeur par Gierke, il ne reprend absolument pas du tout cette idée. Donc la deuxième critique que Friedrich oppose à Gierke est d'avoir présenté Althussus comme le père du fédéralisme.
Alors, dans son introduction à la Politica, donc qu'il rédige au début de sa carrière, dans les années 32, il signale que le terme de fédéralisme est approprié pour caractériser la politique d'Althussius parce qu'il renvoie à une forme particulière d'État, celle qui reconnaît deux pôles souverains, le pôle fédéral et le pouvoir propre des États membres. Althusius théorise pour sa part une institution politique pyramidale qui intègre progressivement l'ensemble des consociations jusqu'à l'instance suprême. Donc la souveraineté ne se matérialise à aucun niveau, ni au niveau local, ni au niveau national. Elle se répartit entre tous les groupes symbiotiques composant la République. Althusius insiste également sur la nature unitaire et collectiviste de chaque groupe symbiotique. Les consociations ne mettent pas en commun certains domaines d'activité pour les gérer ensemble, en restant par ailleurs autonomes, ce qui est le principe de l'État fédéral. Elles s'unissent à des consociations plus complètes pour pallier leurs insuffisances, sans perdre leur autonomie. Alors, dans la suite de sa carrière, Friedrich est conduit par ses recherches à abandonner la catégorie d'État, à laquelle il reproche de ne pas rendre compte de la réalité politique. Alors, cette catégorie présente l'inconvénient de renvoyer à une structure stratifiée, figée, monolithique, alors que les entités politiques, lorsqu'on les étudie dans la longue durée, sont constamment en devenir. Il prend l'exemple du Commonwealth britannique. Donc, pour saisir la dynamique qui les traverse, il forge une nouvelle conception du fédéralisme qui se centre sur les processus d'union et de coopération entre des groupes qui restent par ailleurs indépendants, ce qu'il appelle le processus de fédéralisation. Et pour lui, donc comme il le dit dans un article de 1960, Althusius est le premier à introduire cette définition du fédéralisme, ou cette grille de lecture des entités politiques. Althusius théorise un pouvoir de faire, c'est-à-dire une conception relationnelle du pouvoir, opposée à la conception matérialiste qui le présente comme un pouvoir sûr, une force que l'on pourrait matériellement posséder et exercer sur quelque chose. Pour Althusius, la souveraineté n'est pas le pouvoir de contraindre, l'exercice de la volonté du prince. C'est le pouvoir engendré par l'action coordonnée d'un groupe. Donc, il fait ressortir la centralité de la coopération organisée en faisant du concept de communicatio, que j'ai choisi de traduire par communication, le nerf de l'institution politique. Donc, ces longues descriptions de chacun des moteurs de la vie sociopolitique mettent en lumière toutes les contributions que s'apportent les individus ou les corps symbiotiques pour instituer une vie commune. Il démontre que le pouvoir résultant de la coopération humaine est en mesure de produire l'ensemble des biens et des services pour assurer aux citoyens une vie confortable. La souveraineté, donc, dont le peuple organisé et le propriétaire, peut ainsi effectivement constituer, comme il le dit, l'âme, l'esprit, le cœur de la République. Alors, cette approche tout à fait singulière de la réalité sociopolitique est au cœur des analyses plus tardives que Toba Höglins consacre à la théorie politique d'Althussius. Donc, il propose d'appeler une théorie du fédéralisme sociétal. Et donc là, je me réfère à son ouvrage Societaler Federalismus, qui est publié en 91. Donc, Althusius est pour Höglin le premier théoricien à découler d'un agencement social associatif la forme des pouvoirs qui lui est adaptée. C'est-à-dire qu'il prend le contre-pied du raisonnement qu'on suit généralement quand on théorise la société politique. Le fait premier considéré par Althusius est la tendance naturelle des hommes à s'associer pour satisfaire leurs différents besoins. Donc, il décrit chacune des consociations comme l'union d'au moins deux individus qui s'engagent à se communiquer certains biens et certains services sur la base de la reconnaissance réciproque d'un droit commun. Comme pour Baudin, la base de la République est pour lui la famille, mais il en donne une définition fonctionnelle. La consociation familiale ne se réduit pas au noyau familial au sens strict, les enfants et les parents. Elle inclut les moyens de production permettant à la famille de subvenir à ses besoins. Et il en décrit plusieurs formes. Elles peuvent être rurales, c'est-à-dire orientées vers le travail de la terre et l'élevage des bêtes, artisanales,
c'est-à-dire confectionner par son industrie les biens nécessaires aux autres, ou consacrer à d'autres services, comme la consociation commerciale. L'originalité d'Althussus est de ne pas appréhender la société dans les catégories idéologiques de son temps, mais d'en proposer une approche sociologique. La première source de richesse est pour lui l'activité agricole, qui assure l'autonomie matérielle de la République. Dans chacune des consociations, les dirigeants doivent veiller à ce que les autres corps de métier soient assez diversifiés pour produire les instruments dont ils ont besoin pour pour faciliter leur coopération. La seconde spécificité de la pensée d'Althussus est d'articuler sa thèse du partage des droits de souveraineté à un modèle tout à fait inédit de démocratie corporative. Alors, le modèle de démocratie théorisé par Althussus ne désigne pas seulement un régime politique, mais une nouvelle forme de société. Alors, Althussus définit les droits de souveraineté comme le droit de chaque consociation d'instituer un mode de gouvernement et de s'obliger librement envers les autorités élues. Aucune vie commune ne peut subsister si les citoyens n'exercent pas le droit de diriger et d'administrer ce qui leur est nécessaire et utile. Donc l'ensemble des consociations mobilise l'exercice de la liberté politique. L'élection de leurs dirigeants implique la citoyenneté active de tous les citoyens à différents niveaux. Donc, et compte tenu du grand nombre des consociations composant la République, il existe une forte probabilité pour que les citoyens exercent un jour une fonction politique. Une charge, encore une fois, qui ne revient pas par nature aux nobles, mais à tout citoyen dont les vertus sont reconnues par ses pairs. Alors, la troisième caractéristique pointée par Höglin est qu'Althussus place au principe, donc au fondement de ces institutions politiques, le principe de subsidiarité. Le nerf de son argumentation repose sur l'idée que les consociations doivent pouvoir s'auto-organiser pour assurer leur autonomie et s'unir aux consociations plus élargies pour satisfaire les besoins qu'elles ne peuvent pas satisfaire. Le niveau institutionnel supérieur n'intervient qu'en complément des services et des ressources qui leur font défaut. Aucune autorité donc n'est autorisée à retirer à un membre ce qu'il ne peut faire de sa propre initiative. Et il en est de même pour le dernier échelon de la République, qui se compose du magistrat suprême et du collège des efforts. Donc cette instance suprême ne constitue pas un corps politique à proprement parler, c'est-à-dire une consociation. Il n'est pas constitué de la communication des biens et des services comme les autres. Donc, sa propriété est d'être le lieu conjoint d'exercice du ius regni, le droit du royaume. Il correspond à la part des droits de souveraineté conférés à l'instance suprême pour accomplir sa tâche, qui est, donc là je cite Althussus, donc l'instance suprême doit assurer la direction, la juste administration et la répartition des droits de la consociation symbiotique universelle pour le salut de ses membres individuels et collectifs. Donc son autorité est évidemment supérieure à l'ensemble des droits délégués aux autres consociations, mais comme précisé par le contrat de mandat par lequel les efforts transmettent le droit au magistrat suprême, il n'est pas autorisé à s'ingérer dans l'administration des consociations. Donc ces fonctions sont précisément définies. Avec le contrôle des efforts, le magistrat suprême a la charge, donc là je reprends les listes que fait Althussus, il a la charge d'assurer le respect des différents droits et privilèges des consociations, de les rectifier en vue de leur juste coexistence, d'assurer la concorde entre les membres de la République, de protéger la vraie religion des sujets et les fonctions régaliennes de pacifier les relations extérieures et d'exercer le droit de paix et de guerre. Alors, comme le montre Höglin, le fédéralisme sociétal théorisé par Althussus constitue une alternative à l'absolutisme souverain en montrant que la force du corps politique n'est pas impulsée par la tête, mais qu'elle résulte de l'autonomie bien comprise des partis. Donc, sa doctrine repose donc sur le principe de démocratie corporative qui rejette l'idée d'un pouvoir décisionnel absolu, de même que celle d'un rapport hiérarchique entre les différents membres de la République, autre que celui fondé sur la compétence des individus. Alors, pour
Daniel et Lazare, il s'agit là d'un des points les plus féconds de la pensée althussienne pour la postmodernité, c'est-à-dire pour nous. Dans un article de 1979, il pointe qu'une des raisons de l'absence de réception de sa théorie de la souveraineté tient au fait qu'elle se forge sur les droits des consociations, tandis que la modernité, au XVIIe siècle, évolue vers la construction des États européens forgés sur la base de l'individualisme moderne. Or, dit-il, les sociétés contemporaines font les preuves de ce qu'il appelle des limites de l'individualisme effréné, ce qui conduit les théoriciens politiques à explorer la question de la liberté en relation avec les groupes primordiaux. Donc, il distingue les familles, les communautés ethniques, etc. Donc, la théorie politique d'Althusser constitue à cet égard une source et un modèle pour élaborer ce qu'il propose d'appeler un fédéralisme post-moderne, qui intègre à la fois le principe de la protection des droits individuels, mais qui reconnaît aussi les groupes comme réels, légitimes et dotés d'un statut approprié. Alors, on trouve un autre exemple de la fécondité de la pensée althussienne dans la théorie de la démocratie consociative élaborée par Arendt Lispart. Donc, dans son ouvrage de 77 intitulé Democracy in Plural Societies, il s'attaque à la question de savoir comment assurer un gouvernement politique stable dans une société plurielle. Comment gouverner une société profondément divisée, donc un terrain propice à l'exacerbation des particularismes et hermétique au consensus. Lispart propose d'y répondre en réinvestissant le concept althussien de consociation. Donc, il lui permet d'élaborer un modèle politique où les tendances centrifuges inhérentes à la société plurielle sont contrebalancées par la coopération et l'action des élites des groupes socio-culturels les plus importants. Donc, s'il serait trompeur de parler d'une filiation intellectuelle entre les deux auteurs, il n'en reste pas moins que Lispart se réapproprie un concept majeur de la théorie politique d'Althusser en le retravaillant au regard de la société contemporaine. Alors, maintenant, j'arrêterai là, j'y en aurai d'autres, mais je ne peux pas m'étendre plus. Si on considère à présent le deuxième angle interprétatif qui a été donné à la politica, donc l'approche contextualiste, donc, pour ce qu'il en est de cette approche, donc je serai plus brève, elle tire son origine des recherches historiographiques développées dans les années 70, qui se centrent sur le texte althussien en l'étudiant à la lumière des catégories de pensée de la première modernité. Donc cette approche contextualiste est à la source de travaux extrêmement riches et divers sur la pensée althussienne. Donc j'en signalerai seulement deux tendances. Donc la première, c'est celle suivie par l'historiographie anglo-saxonne, qui se développe à partir du travail pionnier de John G.R. Witt. Je ne sais jamais comment prononcer son nom, donc je vais dire Witt. Donc c'est les travaux sur la pensée réformée et la théorie du droit. Donc dans son ouvrage fameux, donc The Reformation of Right, donc dans son ouvrage, il consacre un long chapitre à la politica, qu'il étudie en la resituant par rapport au contexte historique qui conduit Althusser à en proposer en 1914 une nouvelle version. Donc à savoir donc la guerre menée par Philippe II d'Espagne contre les Provinces unies en réaction à leur déclaration d'indépendance de 1581. Donc ce contexte permet entre autres d'éclairer le dégagement par Althusser d'un ensemble de droits naturels. Donc le droit à la protection de l'intégrité du corps, de la réputation, des biens, le droit de vote et de représentation, le droit à un jugement équitable, donc de dégager ces droits naturels à partir des principes posés par le Décalogue. Donc cette fiche de recherche qui resitue Althusser à la fois dans sa traduction de pensée et dans l'histoire des idées est aujourd'hui activement développée à l'université du Queensland en Australie sous l'impulsion des travaux de Simon Kennedy et de Nicolas Aroney. Alors la deuxième tendance est celle à qui l'on doit le renouveau historiographique des études sur Althusser.
Donc on le doit à la création dans les années 70 de la Althusius-Gesellschaft qui, donc sous l'impulsion de Dieter Wilukel et de Hans Skupien, a permis d'unir les groupes de recherche sur Althusius qui se développaient en Allemagne et en Italie. Donc en Italie avec des pôles très actifs à Padoue, autour de Giuseppe Dluso, à Turin, autour de Corrado Malandrino, puis à Trente, sous l'impulsion de Diego Quaglioni. Donc les congrès que l'association organise tous les 3 ans ont conduit à la publication d'une vingtaine d'ouvrages de référence sur la pensée d'Althussus. Oui, ils sont en allemand. Bon, voilà, mais bon, c'est quand même très conséquent. Donc, c'est également dans ce cadre qu'ont vu le jour les traductions allemandes, espagnoles, puis italiennes de la Politica. Bon. Et moi, je suis personnellement également très redevable de son aide pour l'établissement de la traduction française. Alors, l'un des apports majeurs du retour au texte et de l'exigence scientifique de recontextualisation de la Politica a été de corriger les interprétations parcellaires et anachroniques qui ont été faites de l'œuvre. Alors, concernant les premières, elles visent des interprétations qui entendent présenter la théorie politique d'Althussus en ne retenant qu'une seule de ses dimensions. Alors ça, c'est un point qui a été bien mis en valeur par Paul Ludwig Weinhardt. Le projet d'Althussus, c'est un projet énorme, c'est de proposer une exposition systématique de l'ensemble de la politique. C'est-à-dire, il étudie pas simplement le gouvernement ou les institutions ou le droit de paix et de guerre. Non. Il veut vraiment cerner l'ensemble du champ politique. Donc, c'est un projet extrêmement ambitieux et dont on n'a pas d'équivalent dans la théorie politique. Et donc, ce projet d'exposition systématique le conduit à développer 4 facettes de la politique qu'il développe successivement, d'où les 800 pages. En fait, c'est que les chapitres 1 à 9 sont consacrés à la doctrine de la consociation, où il expose la structure des différents groupements politiques composant la République. Les chapitres, donc là je reprends aussi la typologie qu'a établie Weinhardt, Les chapitres 10 à 17 sont consacrés à la doctrine de la forme du gouvernement et de ses ordres, donc qui présente l'institution politique de la République. Les chapitres 18 à 27 et le chapitre donc 39 est consacré à la doctrine de la prudence gouvernementale et administrative, qui analyse la magistrature suprême. Et la doctrine de la bonne institution politique, elle, est développée au chapitre 28 à 38. Donc, elle étudie les différentes formes de république et les gouvernements. Donc, cette organisation systématique de la théorie politique ne permet pas d'en retenir qu'un seul versant. Sa doctrine de la consociation, en particulier, ne peut pas être isolée de la doctrine consacrée à la magistrature suprême, qui contrebalance le lien horizontal de solidarité qui se développe au niveau consociatif par le lien vertical d'obéissance à l'instance suprême du royaume. Alors, concernant les interprétations anachroniques, elles sont généralement issues de relectures d'Althussus à l'aune de concepts qui lui sont étrangers, comme celui de contrat social ou de démocratie au sens moderne, vraiment, contemporain. Donc certaines, et je conclurai sur ces mots, présentent l'intérêt de mettre le doigt sur un des points sensibles de la doctrine althusienne, à savoir l'impact de la théologie sur sa théorie politique. Et sur ce point, l'historiographie contemporaine reste profondément divisée. Alors Gierke, c'est vraiment une de ses thèses centrales, Gierke célèbre Althussus pour avoir élaboré l'une des premières théories laïques de la société politique. Ce jugement est tempéré par la plupart des commentateurs ultérieurs. Donc tout en débattant du rôle à conférer à l'importante base scripturaire qui est sollicitée dans la Politica, ils maintiennent néanmoins qu'Althussus se libère de la conception théocratique de l'État en émancipant la politique de considération théologique. Donc ça, je reprends les grandes thèses de Reifstein, Friedrich, Skinner, Glynn et Malandrino, entre autres.
Alors, un autre versant interprétatif qui s'inscrit dans la continuité des travaux de Winters soutient à l'inverse que la doctrine Althussus s'inscrit dans le cadre de la théologie politique. Donc là, je me réfère à Schmitt, Bigman, McCoy, De Weert et Nietzsche. Alors, ironie de l'histoire, les débats actuels sur la modernité ou non de la pensée althusienne portent sur l'un des paris d'Althussus les plus novateurs à l'époque, à savoir la rénovation du droit et de la politique par l'introduction, aux côtés des modèles antiques et du droit romain valorisé par ses contemporains, du modèle de la République hébraïque et du décalogue, par quoi il est taxé par l'historiographie actuelle de prémoderne. Voilà, et je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'on fait les questions maintenant? Oui. On a 5 minutes pour quelques questions. Oui, une question sur le mot consociation. Parce que quand on le regarde sur Internet, ils expliquent une rupture et qu'il faut une rupture avant l'existence du mot. C'est comme une réconciliation. Oui. Et donc je vais vous poser la question parce que c'est pas tellement, quand on vous écoute, c'est pas tellement le sens de consociation qui est utilisé par Althussus. Parce que c'est une mauvaise interprétation sur Internet. Ah, ou alors c'est peut-être lié justement à la transformation que lui fait subir Lichtbart. Althussus, en fait, Althussus choisit le terme de consociation pour pointer l'union de ces groupes. Une association, c'est un petit peu, c'est sur la base volontariste, individuelle, de retrait, de coopération, un petit peu artificielle. Et pour lui, c'est vraiment un lien quasi organique. Hein, c'est indissociable de collaboration. Et d'où le choix en fait qu'on fait les traductions modernes. Donc ça a été non, pas du tout. Donc c'est un contresens sur Internet. Ouais, voilà. Oui. Et merci beaucoup pour votre intervention. Laurent Grégoire, président du mouvement fédéraliste français de la Fédération. Mouvement fédéraliste. En 1944, qui a notamment été à l'origine du jumelage de communes en Europe, ou qui a publié Paris et le désert français, qu'un autre éditeur voulait faire paraître à l'époque. Merci beaucoup pour d'abord cette traduction et puis vos propos. J'avais une question sur le principe, évidemment, qu'on débat beaucoup, le principe de subsidiarité. On avait dit un mot. Est-ce que Althussus le développe pas seulement sur des questions de, comme on fait souvent, de niveau auquel les décisions devraient être prises, mais d'une façon plus large, en dehors peut-être même de questions plus politiques, mais même familiales ou l'organisation de la société. Oui, tout à fait. Alors, j'ai peut-être pas assez insisté. C'est justement ce que met en évidence Höglin. Et j'adhère totalement. En fait, c'est pour ça que cette pensée m'avait séduite. C'est vraiment à tous les niveaux des échanges ou des relations sociales. Que ce soit au niveau de l'apport des biens, de la collaboration sur une activité manuelle ou du commerce, c'est pas, et c'est pour ça aussi qu'on peut pas séparer vraiment le social et le politique. Ça joue vraiment, en fait, c'est un principe à la base du rapport humain. Laisser faire ceux qui sont compétents, ceux qu'ils peuvent faire. Et ne pas, disons, les mettre sous tutelle, entre guillemets, à tous les niveaux, effectivement. Et c'est un principe, je me permets, parce que je l'ai jamais vu chez d'autres théoriciens, c'est le principe qui met, pour le développement des hospices, par exemple. Il est très soucieux, vraiment, les personnes faibles
il faut apporter ce soutien-ci, c'est-à-dire pallier des insuffisances lorsqu'elles se font jour et faire vraiment une place à tout le monde à ce niveau-ci. Je crois que Pierre devait parler et après on aura une question sur le... Non, merci beaucoup parce que avec vous, je découvre Albucius. Quand je suis des cours d'histoire des idées politiques à Sciences Po et à droit, je n'ai pas souvenir, enfin il y a plus de 60, mais je n'ai pas souvenir d'avoir quelque exposé que ce soit sur Albucius. On a vu Bodin, bien sûr, et puis après, assez vite, on a vu etc. Mais ce qui me frappe dans ce que vous avez dit, c'est l'extraordinaire modernité d'Albucius. Alors, vous devriez envoyer votre livre au conseil. Non, le thème du rapport annuel du Conseil d'État cette année, c'est la souveraineté. Et il y a eu une série de conférences, je ne vais pas assister à une série d'entretiens pour approfondir la question, et ça va déboucher sur un rapport qui sera adopté en juillet et publié au mois de septembre. Donc, je crois qu'il est important d'envoyer à la présidente, pour qu'elle... Parce qu'ils vont citer Bodin, ils vont citer un certain nombre d'auteurs, sûrement. Il faut qu'ils citent Et ensuite, c'est la modernité de la pensée que je viens de découvrir. Je travaille en ce moment sur les rapports entre l'Union européenne et les autres. Et tous les problèmes de souveraineté auxquels on donne le titre de ministère, souveraineté alimentaire, souveraineté industrielle, souveraineté numérique, le ministre, ils ont ces titres-là. C'est ridicule. Mais on le voit bien avec la crise agricole. En réalité, et c'est pour ça que nous avons l'intervention de M. Attal et l'intervention de M. Macron à Bruxelles, en réalité, nous ne maîtrisons plus les éléments de la réglementation agricole. Et il y a tout un rapport entre la souveraineté qui reste, théoriquement, celle des États, mais qui, notamment à partir du traité de Maastricht, a été transférée pour certains de ces aspects à l'Union européenne sans que l'expression soit utilisée. Mais on le voit bien dans la jurisprudence, lorsque la Cour de justice, et c'est pas d'aujourd'hui, un arrêt des gens 70 semaines avant, il dit que les normes communautaires s'imposent aux États sans qu'ils puissent opposer toute norme qui leur est propre, y compris la norme constitutionnelle. Pas d'opposition des constitutions nationales aux prescriptions européennes. Et donc, il y a là un élément de combinaison entre deux niveaux de souveraineté qui correspond, me semble-t-il, à ce que vous venez d'exposer avec la pensée d'Albucius. Ce n'est pas simplement au Conseil d'État qu'il faut envoyer le livre. C'est à M. Macron. Et à la présidente de la Commission européenne.